Bonjour, bonsoir là où vous êtes. C'est encore une fois un grand plaisir de vous retrouver en tant que chers téléspectateurs du magazine Tête à Tête. Aujourd'hui, bien entendu, et conformément à nos us et coutumes, nous recevons une personne de qualité pour un débat de qualité. Il s'agit de M. Pierre Kachadile Boukassa Mouteba. Il est écrivain et diplomate. C'est à ce titre que nous l'avons invité autour d'un thème certainement d'actualité, même s'il a une dimension technique, la RDC face au traité. C'est un écrivain, je tiens à le préciser, il est l'auteur de plusieurs publications. Nous allons en parler, mais du moins, je préfère le saluer d'abord. Bonjour, monsieur Pierre Boukassa. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, nous vous avons découvert une passion pour l'écriture. Ça vous est venu comment? Bon, ça c'est quelque chose de naturel. J'ai eu la chance d'avoir un père qui est diplomate aussi, il a envie, un ambassadeur. Il avait une bibliothèque incroyable. Ce monsieur avait, je sais pas, il avait 4-5 000 livres dans sa bibliothèque. Alors comme punition, quand je revenais de l'internat et que je ne faisais pas ce qu'il voulait, il me donnait toujours des livres à lire et à résumer. C'est comme ça que, de fil en aiguille, de punition en punition, c'est devenu maintenant ma seconde nature. Et puis, lorsque je suis allé à l'internat, j'étais toujours fourré là où on écrivait. À 15 ans, j'étais rédacteur de la revue de mon école à l'internat, qui s'appelait Mfutumuka. Là, on est dans le Bas-Congo, à Kisantu. Donc, c'est venu comme ça. J'ai commencé à écrire, et jusqu'à aujourd'hui. Vous aviez un champ de prédilection où vous embrassez tout thème qui peut vous inspirer? Bon, moi je suis un peu... Bon, je me consacre beaucoup plus. Je suis essayiste en droit des relations internationales et relations diplomatiques, c'est vrai, à cause de mon travail. Mais je suis un généraliste. J'aborde, d'ailleurs la preuve, j'ai écrit mon tout premier livre, je l'avais écrit sur un thème qui fait des vagues actuellement, sur le tribalisme. Donc, ouais, c'est un fait sociologique. Ça n'a rien à voir avec la diplomatie. Bon, j'ai écrit des poèmes que je n'ai pas encore publiés. Et il y a d'autres livres. J'ai au moins 12 manuscrits qui attendent sur des sujets divers. Et en termes de diplomatie, bon, évidemment, vous avez écrit en 2005 Le tribalisme, source de tous les maux, aux éditions Cédi, ici à Kinshasa. Vous l'avez repris aux éditions Harmattan, sous le titre Tribalisme, analyse des faits et comportement en RDC. Et en matière diplomatique, je vois que vous avez écrit La RDC face au monde, histoire politique. Là, nous sommes en 2010. Privilèges et immunités diplomatiques et consulaires sont-ils dépassés? Là, nous sommes en 2014. L'intérim du chef des missions dans une ambassade et chef de poste dans un consulat, ça c'est en 2021, c'est pratiquement le dernier. Donc félicitations, parce que je vois que... Mais c'est une matière technique, vous pensez que vous serez compris? Oui, bon, c'est un monde sélectif. Donc je sais que je ne m'adresse pas au grand public, je m'adresse aux connaisseurs et aux gens qui veulent connaître. Parce que tout le monde n'est pas connaisseur, il y a des gens qui sur le tas apprennent beaucoup de choses. Donc, bon voilà, c'est ça ma vie. Ça, ma vie. Et les écrivains, vous pensez qu'ils sont encouragés au Congo? Non, c'est dur pour les écrivains. Je vous donne un exemple. Pour imprimer le livre que je venais de sortir, il m'a fallu 5 000 $ que j'ai obtenu grâce aux personnes bienveillantes. Ah bah, j'ai l'impression qu'ils balbutient des choses, des fois inaudibles. Merci beaucoup. Ça, c'était un focus pratiquement sur vous, pour que notre public vous découvre aussi en tant qu'écrivain. Mais nous allons là entrer dans le feu, je vais dire, de notre thème, la RDC face au traité. Monsieur Pierre Kachadile, un traité, c'est quoi en diplomatie? Un traité, c'est un accord en fait. Hein, c'est un accord conclu entre des sujets de droit international pour faire naître des effets juridiques. C'est-à-dire, c'est un accord. Hein, nous nous mettons ensemble pour décider de quelque chose que nous allons faire ensemble.
Et il y a des parties. Et les parties qui vont au traité s'appellent parties au traité. C'est-à-dire des États. Parce que lorsqu'on dit des sujets du droit international, on entend par là les États souverains et puis les organisations internationales qui en sont des dérivés. Les organisations internationales sont l'émanation des États, en fait. Donc voilà, un traité, c'est un accord conclu entre les sujets du droit international pour faire naître des effets juridiques. Monsieur Pierre, nous allons avoir une méthodologie pour que nos téléspectateurs nous comprennent mieux. Nous allons à la fois évoquer des théories et puis être pratiques. Vous avez évoqué les organisations qui sont des dérivés des traités. Je vais être pratique. Vous prenez par exemple la FIFA. On peut la considérer comme étant l'émanation d'un traité? Bien sûr. La Fédération internationale est fondée sur parce qu'il y a une synonymie que nous devrions définir. Tantôt on dit convention, c'est la même chose. Convention, mais le terme usité en droit international, c'est traité. Alors, la Fédération internationale est l'émanation d'un traité ou d'une convention internationale. On appelle les sujets de droit international à venir, si je peux le dire, souscrire. C'est-à-dire que dans une matière bien définie, ici nous parlons du football. C'est pourquoi vous allez voir le président de la FIFA est reçu par des chefs d'État. C'est une personne très importante. Quand le président de la fédération de football débarque ici, il est reçu par les chefs de l'État. Parce qu'il y a, si je peux appeler ça, il y a composition entre les sujets du droit international et cette organisation internationale qui s'appelle FIFA. C'est une organisation internationale et qui dérive des États, qui est un sujet du droit international. Donc lorsque les gens vont là-bas, ils se mettent ensemble pour une cause, des objectifs communs, faire évoluer le monde. Alors, toujours dans le président de la FECOFA, est-ce qu'il a droit à des immunités? Les immunités, il y en a... Non, ça, nous ne pouvons même pas parler de la notion des immunités concernant ce genre de choses parce que les immunités, en termes clairs, il n'y en a que 4. Et l'attrait que donnent ces fonctions-là, les ministres, chefs d'État, juste des immunités politiques. Ces gens-là, pour les arrêter ou les envoyer devant des juridictions de droit, il faut un certain cinéma. Soit on leur reprend ces immunités-là, ou bien ils sont jugés par des cours spéciales. Il y a les immunités familiales. Accusez votre frère devant un juge. Le juge va vous dire allez arranger en famille. Vous allez accuser votre frère. Non. Normalement, le juge va vous conseiller d'aller arranger en famille. Vous allez accuser votre père. C'est ce qu'on appelle des immunités familiales. Il y a des immunités parlementaires. Donc, dont jouissent les députés, les parlementaires. Ces gens-là, dans le cadre de leur fonction, ils sont couverts par la dérogation à la loi commune. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, on ne peut pas les traiter comme on traite un kidam. Ce sont des gens respectés, respectables. Ils ont d'ailleurs, dans notre pays, vous allez voir beaucoup d'effets liés à la justice. Les gens parlent toujours des immunités. Il faut demander au Sénat si on peut enlever les immunités de tel ou tel. Et enfin, il y a des immunités, j'ai parlé de familiales, politiques, parlementaires et judiciaires. Tous ceux qui sont liés au procès, les greffes, par exemple, qui sont liés aux greffes. Tous ces gens qui tapent à la machine quand les juges parlent et tout ça, et lui-même le juge et tout ça. Ils ont des immunités judiciaires. Ils sont liés toute personne liée au procès. Ces gens-là jouissent des immunités judiciaires. Alors, lorsque nous revenons maintenant à votre question, ils ont ils ont des immunités, mais des immunités des circonstances. Ces immunités ne sont pas, comment dirais-je, calquées sur les 4 immunités traditionnelles que je venais de vous appeler. C'est vrai, lorsque le président de la fédération, notre président de la fédération quitte notre pays pour aller dans un autre pays, il est protégé par des petites immunités de travail parce que la Fédération internationale vient
à la rescousse. Mais en termes clairs, ils n'ont pas des immunités. Ils n'en ont pas. Alors, quelles sont les étapes qui précèdent la signature d'un traité? Non, je dirais plutôt, quelles sont les étapes qui précèdent la conclusion d'un traité? Très bien. Parce que la signature fait partie justement de ces étapes. Ok. Il y a d'abord les négociations. C'est-à-dire que lorsqu'on veut signer ou rejoindre un traité, il y a d'abord les négociations. Les deux parties, la partie qui a l'initiative ou qui a eu l'idée de ce traité-là, va vers d'autres parties. Hein, c'est-à-dire que je peux parler des États, des sujets du droit international. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui voyagent beaucoup, qui ont des missions, qui quittent un pays à un autre pour convaincre les autres à les rejoindre. C'est-à-dire à des négociations. Pendant ces négociations, les deux parties posent des jalons en fait. Il y en a qui disent non, ça c'est pas bien, pourquoi vous faites ça, moi j'aimerais être là mais c'est pas bien et tout ça. Et d'ailleurs, pour montrer que les négociations sont importantes, on peut y opposer des réserves. C'est-à-dire que juste après les négociations, un pays qui est mordu par un traité peut dire non, non, je voudrais vous rejoindre mais je pose des réserves. Après, il y a l'élaboration du texte. Le texte qu'on va appeler traité. On va composer le texte. Déjà après les négociations. Après la composition du texte, il y a la signature qui montre la volonté des parties au traité, comment dirais-je, de montrer leur volonté à exercer le pouvoir de traiter. Puis après, il y a la ratification. La ratification, c'est-à-dire que la ratification passe par un organe compétent au niveau international, souvent les parlements, qui va donner en fait quitus à partir de la reconnaissance de la signature. C'est-à-dire, vous venez dire que notre signature, nous la reconnaissons. Et nous sommes prêts à vous rejoindre, à être liés par les obligations qui vont naître de ce traité-là. Donc, c'est la ratification. Donc, devant le Parlement dit OK. Et puis, il y a même après l'adhésion. L'adhésion maintenant, c'est concernant un État tiers qui n'était pas là pendant tout le processus que je viens de décliner, mais qui veut vous rejoindre, qui veut rejoindre les obligations qui ont été mises en place par d'autres États, alors que lui, cet État n'était pas là. Il vous rejoint, c'est ce qu'on appelle l'adhésion. Voilà les étapes. Alors, adhérer à un traité, c'est une obligation pour un État? Non, non, non. En fait, l'adhésion, c'est en fonction de vos intérêts. Ok. Mais vous n'allez pas adhérer à quelque chose qui vous condamne. Vous adhérez à quelque chose qui vous donne de l'épaisseur, qui vous donne une amélioration de certains secteurs de la vie de tous les jours. Alors, vous êtes diplomate, je vais peut-être vous écorcher un peu là. La RDC, on le voit, signe toujours des traités. Vous avez une idée du nombre de traités? Bon, je peux, parce que dernièrement on a fait un travail. La RDC est partie prenante à près de 387 traités. C'est beaucoup. Oui. D'ailleurs, on a fait un travail avec un grand frère, d'ailleurs je le salue en passant. On a fait un travail, on a répertorié le nombre d'organisations internationales auxquelles la RDC est membre, 387. C'est vrai que là-dedans, il y a à boire et à manger. Hein, il faudrait plutôt que nous pensions aux organisations internationales qui nous ramènent si je peux dire, une plus-value. Ils nous ramènent des dividendes clairs. Hein, parce que être partout nous pose aussi des problèmes par rapport aux contributions statutaires. Vous voyez, parce que lorsque vous êtes membre, vous devez payer. Vous devez payer, vous devez contribuer pour avoir droit à la parole, droit au vote et tout ça. Et la RDC bat le record des arriérés. Bon, non, pas nécessairement. Il y a d'autres États aussi qui ont des problèmes. Pas nécessairement. Ok, M. Pierre Kachadile, quels sont les avantages qu'on peut tirer d'un traité? Vous savez, le monde, enfin, les États ne peuvent pas vivre en autarcie. Les États. Autant les États génèrent les organisations internationales
Ces organisations internationales ont des objectifs précis, hein, sur des sujets aussi précis. C'est-à-dire, je donne un exemple. L'organisation internationale, par exemple, qui nous montre la convention internationale sur les relations diplomatiques. Là-dedans, il y a un nombre de pays qui sont membres. C'est pour régler les rapports que nous avons. Les régler d'une manière magnifique. C'est-à-dire qu'un État avec lequel nous avons des relations diplomatiques, nous ne pouvons pas nous traiter comme si nous étions des États en conflit. Parce que les relations diplomatiques, c'est une partie des relations internationales qu'on appelle amicales. Hein? Nous sommes des amis, donc nous avons de la considération. Nous avons, à la limite, nous sommes amoureux, quoi. Hein? C'est-à-dire que je ne peux pas vous déclarer la guerre ou faire des choses qui ne sont pas bonnes. Vos diplomates qui sont chez moi doivent jouir de la réciprocité. Et cette réciprocité se base sur le respect de la personne du diplomate. Il doit avoir des humanités. Ce diplomate doit circuler dans votre pays eu égard au respect qu'on lui donne à travers des signes distinctifs que sont les plaques diplomatiques. Quand on voit la voiture de mon diplomate chez vous, on sait que ça c'est le diplomate de tel pays. Et également, votre diplomate qui est chez moi. Et tout ça, la base, ce sont des traités. Pour arriver là, les gens se sont réunis pour signer des traités. Dire que vous allez traiter mon diplomate de telle manière, moi je traiterai votre diplomate de la même manière, d'où la notion de la réciprocité. Voilà. Il y a beaucoup de choses, il y a l'échange, même dans le domaine financier. Dans le domaine financier, les prêts qu'on donne, vous savez les prêts que la Banque mondiale donne, le Fonds monétaire, c'est sur base des traités. Sur base des traités. Alors, je me dis quelque part, je me suis dit, j'ai choisi un bon secteur de travail. Vous savez, la diplomatie est partout. C'est partout. Tout ce que vous voyez ici en termes de relations avec l'extérieur, soubassement, c'est la diplomatie. Lorsqu'on parle des traités, qui vont mettre ça en branle, les traités, ce sont les diplomates. Lorsqu'on dit, on va négocier pour arriver à un traité, les plénipots qu'on envoie, les plénipots, souvent sont des diplomates. Parce que les plénipots, il y a le président de la République, il y a un plénipot. Vous voulez dire les plénipotentiaires? Oui, c'est-à-dire que c'est lui qui détient les pleins pouvoirs. Okay. Donc, le chef de l'État, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et les diplomates qui ont reçu ces pleins pouvoirs venant du ministère des Affaires étrangères, du ministre des Affaires étrangères. Vous voyez, il y a toujours quelque part la diplomatie. Vous savez, monsieur le journaliste, je ne sais pas s'il y a des gens contents comme moi d'être dans un secteur pareil. D'abord, c'était par mimétisme familial. Mais après, je me suis dit, mais ça c'est un domaine de nobles. Des aristocrates. Des gens civilisés. Un diplomate ne raconte pas n'importe quoi, ne pose pas n'importe quel geste. Donc, d'ailleurs, dans l'ancienne société aristocratique, c'est de là que nous tirons le protocole. Quand on dit protocole, le protocole et le cérémonial. C'est-à-dire que, vous savez, à table, comment dresser une table? Il y a que dans des sociétés évoluées, qu'on savait que la fourchette ne pouvait pas avoir cette position, devait avoir telle autre position. Et quand c'est comme ça, ça veut dire ça. Le couteau, là où il y a la lame, ça ne peut pas regarder dehors, là-bas, à droite, mais plutôt à gauche, ainsi de suite. Et comment on doit dresser les assiettes. C'est le protocole et cérémonial. Le verre, comment on doit le tenir. Vous entendez souvent, on dit cocktail dînatoire. Mais ce sont des termes liés au protocole, à la société bourgeoise de l'époque. Donc, quelqu'un est debout, à un verre, il y a une méthode, il y a une manière de tenir ce verre. Vous ne tenez pas le verre comme si vous teniez, je ne sais pas, non. Donc, il y a tout ça, et puis vous mangez debout, on appelle ça cocktail dînatoire. Vous pouvez être assis. Vous pouvez faire des 100 pas en ayant votre verre et en mangeant. Tout ça, mon cher, c'est réglementé. Donc là, vous m'inspirez une question, monsieur Kachadile. Finalement, les traités, ils viennent d'où?
tout ce protocole, c'est comment l'histoire, brièvement? On aimerait comprendre. Bon, le tout, enfin, si je veux parler des origines, c'est des choses qui datent il y a longtemps. Les procédés les plus anciens que nous pouvons retenir entre souverains, hein, pour officialiser leurs relations, datent d'il y a très longtemps. Et le plus ancien, parmi les plus anciens, c'est le traité entre le pharaon Ramsès II et le souverain des Hittites. Et là, nous sommes au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Et c'est à partir de cette notion-là, de traité, que nous sommes allés jusqu'à la diplomatie classique. C'est-à-dire que le terme, par exemple, ambassadeur, est sorti bien après, quelques années après, ou plutôt siècles après ça. On dit ambassadeur. Donc, dans ambassadeur, on voit d'abord, chez les souverains, l'émissaire ou l'envoyé spécial. Vous voyez? Alors, de fil en aiguille, ces souverains se sont dit, bon, les gens là que nous envoyons, nos ambassadeurs que nous envoyons, doivent être protégés dans l'exercice de leur mission. D'où la naissance des immunités et privilèges. Vous voyez? Et puis après, toujours nous fondant sur les éléments du droit international public, vous allez voir que la guerre a été réglementée. La guerre. Ça vient de là. C'est-à-dire qu'au-delà des diplomates classiques ou des émissaires, le militaire aussi, celui qui combat, devait être protégé. Parce que les relations sont en dents de scie. Aujourd'hui, nous pouvons nous entendre, demain, ça barde. Alors, nous allons signer un traité lié à la guerre pour que vos militaires ne soient pas maltraités, même s'ils sont en pleine guerre. Mes militaires ne doivent pas être attaqués. Et lorsque nous revenons à la diplomatie, vous allez voir que l'ambassade, même si nous sommes en guerre, vous ne pouvez pas y entrer. C'est un traité. La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, qui est entrée en vigueur en 1963, après la 22e ratification. Donc, les choses qui sont protégées. La personne de diplomate, même s'il vient à enfreindre les lois territoriales, vous ne pouvez pas l'arrêter. Il n'est pas éligible à n'importe quelle juridiction de ce pays-là. Vous devez me le renvoyer chez moi pour que je les juge chez moi. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous ne pouvez même pas l'entendre selon l'esprit de la Convention. Donc, en fait, c'est de là dont je remonte encore au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est de là. En fait, avant, les traités étaient seulement entre souverains pour qu'ils connaissent une évolution qui les a amenés vers les États. C'est que nous vivons maintenant. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le principe de réciprocité. Ouais. S'il vous était permis d'évaluer, est-ce que la RDC tire suffisamment ou pleinement son pouvoir ou ses intérêts de ce principe? Bon, une très belle question, monsieur le journaliste. Vous savez, avant, il y avait une notion qu'on appelait, qui est tombée en désuétude, une notion qu'on appelait l'extraterritorialité. C'est-à-dire que dans la tête des gens qui avaient conçu la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, ils avaient pensé que lorsque je suis chez vous, j'ai une ambassade, c'est la transposition de mon État chez vous. Oui. C'est comme si mon État était chez vous. Alors, ça veut dire quoi ça? C'est simplement la notion basique de la réciprocité. C'est-à-dire que votre État est transposé chez moi, le mien est transposé chez vous. Alors, maintenant, cette notion cache quelque chose. Il y a comme quelque chose de fictif, de penser qu'il y a une transposition de mon État, même la terre s'est déplacée pour aller vers un autre État. Mais la diplomatie, en fait, ce sont les rapports de force. Il y a une notion de rapport de force. Même lorsque les législateurs avaient voulu mettre tous les États sous le même pied d'égalité, il y a une réalité triste qui veut dire qu'il y a des États forts, il y a des États qui ne sont moins forts. Hein? Des États peuvent être forts militairement, qui ont une haute culture militaire, un passé militaire terrible. Il y a des États qui sont économiquement forts, très forts,
Des États qui culturellement sont très forts. Tu vois, ils ont une histoire culturelle très forte dans le monde. Ce sont des musées, lorsque vous visitez, vous avez la chair de poule. Vous voyez? La réciprocité trouve un peu des limites au contact de ce que je viens de dire, aux notions que je viens de dire. Ce que vous allez comprendre. Les États-Unis d'Amérique ne pèsent pas comme Haïti. La France n'est pas à comparer avec le Tchad. Mais tous sont signataires de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques qui voudrait niveler les États sur un même strapontin. Vous voyez? Donc la réciprocité, à la longue, c'est pour des petites notions de base, mais lorsque nous entrons en profondeur, la réciprocité trouve ses limites. Voilà. Donc, il y a une sorte d'hypocrisie diplomatique. Non, ce n'est pas une hypocrisie, c'est le réalisme. C'est le réalisme, c'est reconnaître certaines choses. La preuve, à l'ONU, il y a 5 États qui font partie du Conseil de sécurité. 5 États, alors qu'il y en a plus de 200. Vous voyez, eux, ils sont permanents, ils sont décidés comme ça. Après la guerre mondiale en 1945, ils ont décidé parce qu'ils étaient les plus forts. La Russie venait d'achever l'Allemagne par le bombardement à Berlin, à la recherche du Führer. Les États-Unis également. Ils ont malmené les Allemands. Puis, et consorts. Donc, ils étaient forts. Ils ont dit, voilà, nous allons être là, les 5 États permanents au Conseil de sécurité. Et les autres sont des États rotatifs. C'est la force. Militaire, économique, culturelle. Ces forces qui font que la réciprocité voulue en droit des relations diplomatiques a trouvé ses limites. Monsieur Kachadile, une question de plus. Je suis un État, je suis le Congo, je ne me retrouve pas dans un traité, je veux me retirer, je suis quelle démarche? Tout ça est prévu dans le même traité. C'est des choses, lorsqu'on met en place un traité, on prévoit tout ça. Et je vous ai parlé tout à l'heure de réserve, c'est prévu. Vous pouvez mettre des réserves sur une disposition qui ne vous plaît pas, pour qu'on ne puisse pas vous dire plus tard que vous étiez obligé de suivre à la lettre. Oui, c'est pareil avec, c'est ce qu'on appelle l'extinction des traités. Okay. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez vous retirer, mais il y a toute une procédure qui est très longue, que je ne voudrais pas évoquer ici. Vous avez le droit, vous pouvez quitter le traité. Il y a un timing, il y a la périodicité, tout est prévu comment vous pouvez devenir, parce que il y a des moments où vous ne pouvez pas le faire. Il y a un moment choisi où vous pouvez le faire. Vous voyez? Donc c'est ce qu'on appelle l'extinction des traités. Donc vous allez mettre fin à votre, comment dirais-je, appartenance à un traité. Merci beaucoup. Nous approchons lentement mais sûrement de la fin de cet entretien. Mais je voudrais prendre le dernier virage avec votre bouquin, le dernier, l'intérim du chef de mission dans une ambassade ou un chef de poste dans un consulat. Quelle est la problématique que vous traitez et quelle est la plus-value que vous apportez? C'est-à-dire, d'abord, monsieur le journaliste, j'ai une joie terrible parce que j'ai fouillé la bibliographie mondiale pour voir si ce sujet a été traité avant. Je vous dis, j'ai eu du mal, je n'ai pas trouvé. Et si quelqu'un peut m'aider, on ne sait jamais dans les sentiers cachés de la vie littéraire, si quelqu'un peut me trouver ça, je serais content. Moi, je n'ai pas trouvé. Alors, ma joie, c'est que je sois pionnier à écrire sur ce sujet-là. Pourquoi j'ai écrit? C'est parce que ce sont les conflits interhumains sur le plan du travail qui m'ont amené plutôt à concevoir ce livre. Parce que vous savez, dans une ambassade, il y a le chef des missions. Lorsqu'il n'est pas là, la convention a prévu qu'il soit remplacé par un chargé d'affaires, assumant l'intérim. Et le chargé d'affaires, c'est un intérimaire. Alors, vous voyez un peu, vous êtes absent, quelqu'un d'autre va prendre les commandes d'une structure où vous régnez en maître. Il peut y avoir des couacs, il peut y avoir des frictions. Alors, c'est à cause de ça que j'ai écrit ce livre. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord le non-respect des textes qui régissent l'intérim. Vous voyez, le chef de mission peut faire à sa tête. L'intérimaire peut aussi commencer à vouloir effaroucher le titulaire, ainsi de suite. C'est à cause de ça que j'ai écrit ce livre.
Et vous avez des propositions? J'ai parlé de la plus-value que vous apportez. Oui, c'est d'abord le respect des textes. Si nous suivons le respect des textes, que dit ou que disent les textes par rapport à ce domaine-là? Les conflits vont disparaître. Moi, mon problème, c'est pour éviter les conflits. Parce que les conflits amènent à ce que le travail ne se fasse pas bien. Vous voyez, bon, les gens sont dans une ambassade à l'extérieur, à 8000 km par exemple, ils sont en train de se tirailler là-bas, il faut que la centrale prenne des dispositions d'accalmie, ainsi de suite. C'est compliqué. C'est pourquoi je me dis, respect des textes. Et lorsqu'on ne respecte pas, sanction. Voilà. Nous allons terminer. Quel est votre plus beau rêve pour la diplomatie congolaise? Que, d'abord, que le chef de l'État fasse de ce domaine son domaine de prédilection et son domaine prioritaire. Ça, c'est un. Parce que vous savez, les diplomates, quoi qu'on ne le dise pas, ce sont les tout premiers espions. Les diplomates sont des espions. Même si dans certaines ambassades stratégiques, on peut y adjoindre des vrais professionnels de cette affaire qui viennent des services de renseignement, mais tout diplomate, c'est un espion. Parce qu'il va vivre dans un État qui n'est pas le sien. Il va vouloir peut-être copier certaines choses, voler certaines choses, voler entre guillemets. Hein? C'est pourquoi d'ailleurs dans la Convention de Vienne, on parle des informations licites. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on attrape un diplomate en train de prendre des choses par des moyens détournés qui ne respectent pas la Convention. Donc, moi je veux que la diplomatie... Et puis, la qualité du diplomate. Le recrutement d'abord à la centrale. Hein? On ne peut pas... Les diplomates, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui donne la fierté. Lorsqu'on le voit, on sent que dans ce pays, il y a des gens de grande valeur. Donc, voilà un peu mes idées à moi, en tant que diplomate, fils de diplomate. Monsieur Pierre Kachadilé, je vous remercie. Et je peux considérer votre rêve comme étant le mot de la fin, pas le dernier, de cet entretien. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci. Merci. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cet entretien qui a connu la participation de monsieur Pierre Kachadilé Boukassa Mouteba, que nous avons reçu à titre d'écrivain et de diplomate. J'espère que cet entretien vous a intéressé. Moi, en tout cas, Vicky Kazumba, je vous remercie pour votre aimable attention et je vous fixe rendez-vous à une prochaine fois.